On est à Paris. Personne n'en a rien à faire de ton dîner de remise de diplôme. A envoyé ma sœur par texto. Mon cousin a ajouté, oh, et tes 25 000 $ d'économie ont payé nos billets. Merci. Je me suis retrouvé seul dans la salle de banquet vide que j'avais payée. J'ai murmuré, bien. Cette nuit-là, j'ai désactivé leur carte de crédit de voyage, bloqué le plan d'études de ma sœur et coupé tous les paiements dont ils dépendaient. Puis, je me suis attaqué à quelque chose de plus important. Je m'appelle Logan. J'ai 29 ans. S'il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie d'adulte, c'est que la fiabilité devient une cage lorsque les personnes qui vous entourent confondent votre générosité avec une obligation. Je travaille comme architecte système pour une société de logiciels financiers à Seattle. L'emploi est bien rémunéré. 6 chiffres avec des primes. La plupart des gens penseraient qu'un tel salaire achète la liberté. Pour moi, il a acheté quelque chose de différent. Il a acheté le style de vie de ma famille, tandis que le mien est devenu invisible. Il y a 6 ans, lorsque j'ai décroché ce poste, fraîchement sorti de mon programme de licence, mes parents m'ont fait asseoir à la table de la salle à manger. Les mains de mon père étaient croisées, son expression sérieuse. Ma mère jetait sans cesse des coups d'œil à ma sœur, Jacqueline, qui faisait défiler son téléphone, ennuyée. Mon père a dit que nous devions parler de la responsabilité familiale. Il a expliqué que Jacqueline commençait l'université, que ma cousine Pamela avait des difficultés avec son loyer, que les factures médicales de ma mère, suite à son opération de la hanche, s'accumulaient. Il a dit, la famille prend soin de la famille. J'ai hoché la tête. J'ai été d'accord. Je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. En l'espace d'un mois, j'avais mis en place des virements automatiques, 300 $ à mes parents pour ce qu'ils appelaient les contributions au ménage, 800 $ à Jacqueline pour son appartement près du campus, 600 $ à Pamela pour l'aider à payer son loyer, 400 $ supplémentaires pour les paiements de voiture de mes parents, 500 $ dans un compte d'épargne commun pour les urgences familiales. Ensuite, il y avait les cartes de crédit partagées pour l'épicerie, l'essence et les primes d'assurance. Le calcul donnait 6400 $ chaque mois avant même que je paie mon propre loyer. Mais je me disais que c'était temporaire. Jacqueline obtiendrait son diplôme et trouverait un emploi. Pamela stabiliserait sa carrière. Mes parents prendraient une retraite confortable. Ensuite, je pourrais respirer. C'était il y a 6 ans. Jacqueline a maintenant 24 ans, elle est toujours à l'école parce qu'elle a changé de spécialité 3 fois. Elle conduit une Mercedes en leasing pour laquelle j'ai co-signé. Pamela, 27 ans, travaille à temps partiel comme consultante en médias sociaux, mais se paie quand même des rendez-vous hebdomadaires au spa et des sacs à main de créateurs. Mes parents ont rénové leur cuisine l'année dernière, des comptoirs en granit et des armoires sur mesure, le tout financé par notre compte commun. Pendant ce temps, je vivais dans un appartement d'une chambre avec des meubles de l'université. Je conduisais une Honda Civic 2012 avec une bosse dans la portière passager que je n'ai jamais pris la peine de réparer. Je travaillais 60 heures par semaine, obtenais des promotions, encaissais des primes et, chaque mois, 6400 $ disparaissaient avant même que je puisse envisager ce que je voulais. Personne ne me demandait comment j'allais. Personne ne remarquait quand je séchais les dîners de famille parce que je travaillais tard pour respecter les échéances qui justifiaient mon salaire. Personne ne se souvenait de mon anniversaire 2 années de suite. Mais quand Jacqueline voulait des billets de concert, mon téléphone sonnait. Quand le loyer de Pamela était en retard, je recevais un texto avec un emoji triste. Quand mes parents ont planifié leur croisière d'anniversaire, j'ai reçu un courriel joyeux avec un lien vers le site de réservation et une note qui disait « Tu es le meilleur fils qu'on puisse espérer ». Je me disais que c'était normal. Je me disais que je me construisais une bonne réputation, qu'un jour ils apprécieraient tout ce que j'avais fait. Je me disais qu'être celui sur qui on peut compter, le pourvoyeur, le filet de sécurité, avait un sens. Je terminais ma maîtrise en gestion des systèmes de données, 2 ans de cours du soir, de séances d'études le week-end, de travaux de recherche rédigés à 2 heures du matin après des journées de travail complètes. Ma cérémonie de remise de diplôme était prévue un samedi soir en avril. J'ai réservé une salle de banquet 3 mois à l'avance. J'ai payé la compte de 1200 $ moi-même. J'ai envoyé des invitations de calendrier à mes parents, Jacqueline, Pamela, ma tante et mon oncle. Tout le monde a confirmé. Tout le monde a dit qu'il serait là. Je les ai crus. Je pensais qu'après 6 ans d'invisibilité, peut-être que ce soir-là, ils me verraient. La salle de banquet était magnifique.
Je l'avais choisi avec soin, des fenêtres du sol au plafond donnant sur le front de mer, des nappes blanches, une petite scène pour le bref discours que j'avais préparé. Le traiteur avait installé un buffet avec du saumon, des légumes rôtis, des pains artisanaux. Il y avait des fleurs sur chaque table, des roses blanches que ma mère avait mentionnées une fois qu'elle adorait. Je me tenais près de l'entrée à 18h15, 15 minutes après l'heure de début prévue. La salle était vide, à l'exception du personnel de restauration, qui me regardait sans cesse avec un mélange de pitié et de confusion. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de Jacqueline, « Salut, alors on est à Paris, lol. Maman et papa nous ont fait la surprise d'un voyage. Pamela est là aussi. On est à la Tour Eiffel en ce moment. C'est incroyable. Tu devrais voir ça. » J'ai regardé fixement l'écran. Ma main tremblait légèrement. J'ai relu. Un autre texto est arrivé, cette fois de Pamela, « Oh, et tes 25 000 $ d'économie ont payé nos billets. Merci. Ne t'inquiète pas, on te remboursera un jour. Fonds d'urgence familiale, pas vrai? Ça compte totalement. Tu comprends? J'ai levé les yeux de mon téléphone. À travers les fenêtres, je pouvais voir l'horizon de Seattle, les lumières commençant à clignoter alors que le soleil se couchait. Le saumon sur la table du buffet refroidissait. Les roses étaient parfaites, intactes. Un troisième texto est arrivé, encore de Jacqueline, « Personne n'en a rien à faire de ton dîner de remise de diplôme, Logan. Ce n'est qu'un diplôme. On est à Paris. Oublie ça. » Je suis resté là pendant un long moment, le téléphone lourd dans ma main. Le responsable de la salle s'est approché, un bloc-notes sous le bras, l'expression prudente. Il a demandé si nous attendions encore des invités. J'ai souri. C'était étrange sur mon visage, comme si j'utilisais des muscles que j'avais oubliés que j'avais. J'ai dit, non, annulez tout. Je couvrirai les frais. Il a hoché la tête lentement, soulagé de ne pas avoir à demander. Je me suis dirigé vers la table la plus proche et je me suis assis. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai navigué jusqu'au compte d'épargne commun, celui étiqueté Fonds d'urgence familiale. Le solde affichait 3 847 $. Il était de 28 415 $ la semaine dernière. Ils avaient pris 25 212 $. J'ai fait défiler l'historique des transactions, 5 billets d'avion pour Paris, aller-retour en classe affaires, des réservations d'hôtel dans un établissement de luxe près du Louvre, 400 $ par nuit pour une semaine, des réservations de dîner dans des restaurants étoilés au guide Michelin, des préautorisations d'achat dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées. Ils avaient planifié ça pendant des semaines, peut-être des mois, et personne ne m'a rien dit. J'ai ouvert mes messages textes. J'ai commencé à taper une réponse, puis je me suis arrêté. Je l'ai supprimé. Je suis resté assis dans le silence de la salle vide, fixant mon téléphone, fixant les photos que Jacqueline publiait maintenant sur les médias sociaux, elle souriant devant la Tour Eiffel, un verre de champagne levé, Pamela riant avec un béret posé sur sa tête, mes parents ayant l'air détendus et heureux, les bras l'un autour de l'autre. Le responsable de la restauration s'est approché et m'a demandé si je voulais qu'ils emballent de la nourriture à emporter. J'ai secoué la tête. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti de la salle de banquet. L'air extérieur était frais, une légère brume dérivant du bruit. Je me suis dirigé vers ma voiture, je suis monté à bord et je me suis assis sur le siège du conducteur, le moteur éteint. J'ai murmuré à moi-même, à la voiture vide. À personne, j'ai dit, bien. Parce que quelque chose avait changé. Quelque chose de froid et de clair s'était installé dans ma poitrine, remplaçant la douleur. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Pendant 6 ans, j'avais financé un fantasme. J'avais payé pour des personnes qui me voyaient comme un compte bancaire avec un battement de cœur. J'avais effacé ma propre existence pour faire de la place au confort des autres. Et ce soir, assis dans ma Honda Civic cabossée devant une salle de banquet vide, j'ai réalisé quelque chose de simple. Je n'avais plus à le faire. J'ai démarré le moteur. Je suis rentré chez moi. J'ai préparé du café. Je me suis assis à mon ordinateur portable. Et je me suis mis au travail. L'appartement était silencieux, à l'exception du bourdonnement de mon ordinateur portable et du bruit occasionnel d'une sirène venant de la rue en contrebas. Je me suis assis à ma table de cuisine, la même table IKEA bon marché que j'avais achetée il y a 6 ans quand j'ai emménagé. La surface était rayée, marquée par des années de séances de travail tardives et de repas pris à la hâte.
J'ai ouvert une feuille de calcul. Je suis un architecte système. Les données, c'est mon métier. J'organise, j'analyse, j'optimise. Je construis des structures qui supportent le poids et fonctionnent sous pression. Ce soir, j'allais construire quelque chose de différent. J'ai listé chaque compte, chaque virement automatique, chaque carte de crédit partagée, chaque paiement qui quittait mon compte le premier du mois comme sur des roulettes. La liste était plus longue que prévu, l'aide au loyer de Jacqueline, le paiement du leasing de la voiture, la prime d'assurance, la facture de téléphone cellulaire, les abonnements à Spotify et Netflix que je n'utilisais même pas, l'abonnement à la salle de sport qu'elle fréquentait 2 fois par mois, la contribution au loyer de Pamela, les services publics de son appartement, le paiement de la voiture pour le VUS d'occasion que j'avais co-signé il y a 3 ans lorsque son crédit était trop faible pour se qualifier pour un prêt, les contributions au ménage de mes parents, leur paiement de voiture, au pluriel, parce que papa avait décidé qu'il avait besoin d'un camion pour des projets de fin de semaine qu'il n'a jamais commencé, le compte d'épargne commun, maintenant vidé, les cartes de crédit partagées avec des limites combinées de $18 000. Portant actuellement un solde de $12 400 que je remboursais chaque mois. Puis il y avait le détail que j'avais presque oublié, enfoui dans les documents que j'ai signés quand j'avais 23 ans et que j'étais naïf, le fonds en fiducie familiale que mon grand-père avait établi avant de mourir, un fonds modeste mais significatif destiné à aider ses petits-enfants avec l'éducation, les maisons et les urgences. Le montant initial était de $180 000, réparti entre moi, Jacqueline et Pamela en tant que bénéficiaires principaux. Mais comme j'étais l'aîné et que j'étais déjà employé lorsque la fiducie a été activée, l'avocat m'a demandé d'agir en tant que gestionnaire financier. Je pouvais approuver ou refuser les demandes de distribution. Je pouvais ajuster les allocations mensuelles. Je pouvais, si nécessaire, supprimer des bénéficiaires ou transférer des fonds. Je n'avais jamais utilisé ce pouvoir. J'avais approuvé chaque demande sans poser de questions. Jacqueline voulait $1 500 par mois pour ses frais de subsistance pendant ses études. Pamela voulait $800 par mois pour ses frais de développement de carrière. Mes parents, inscrits comme bénéficiaires secondaires, recevaient $600 par mois pour l'aide au ménage. Je n'avais rien pris pour moi. J'ai dit au fiduciaire de conserver ma part investie, intacte. Le solde actuel de ma part après 6 ans de croissance composée était de $94 000. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai regardé le plafond, la tache d'eau dans le coin que j'avais l'intention de signaler au propriétaire depuis 8 mois. J'ai pensé au texto de Jacqueline, personne n'en a rien à faire de ton dîner de remise de diplôme. J'ai pensé au message de Pamela, tes $25 000 d'économie ont payé nos billets. Merci. J'ai pensé à mes parents, qui m'avaient élevé en me faisant croire que la famille signifiait sacrifice, qui m'avaient appris qu'être fiable était la plus haute vertu, qui étaient actuellement en train de savourer du vin et du fromage dans un café parisien. Alors que j'étais assis seul dans mon appartement silencieux, j'ai rapproché l'ordinateur portable. J'ai ouvert mon courriel. J'ai commencé à rédiger des messages aux banques, à l'administrateur de la fiducie, au service de comptabilité. Mes mains étaient stables. Mes pensées étaient claires. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. Plus maintenant. J'en avais fini. Et être en fini, j'ai réalisé, ressemblait à la première respiration profonde que j'avais prise depuis 6 ans. J'ai commencé par les cartes de crédit de voyage. Jacqueline, Pamela et mes parents utilisaient des cartes liées à mon compte principal. Je les avais ajoutées en tant qu'utilisateurs autorisés il y a des années par commodité, pour les urgences. Ils les avaient utilisées pour tout, les dîners, le shopping, l'essence, apparemment les vols internationaux. Je me suis connecté à chaque compte. J'ai sélectionné l'option de supprimer les utilisateurs autorisés. J'ai confirmé l'action. 3 clics par carte, 9 clics au total. Terminé. Dans quelques minutes, ces cartes seraient refusées. À Paris, au milieu de leurs vacances de luxe, leur méthode de paiement cesserait tout simplement de fonctionner. Je suis passé aux virements automatiques. J'ai annulé le paiement mensuel de $1 200 à mes parents. J'ai annulé les $800 à Jacqueline. J'ai annulé les $600 à Pamela. J'ai annulé les paiements de voiture, les primes d'assurance, les contributions aux services publics. Chaque annulation nécessitait un code de confirmation envoyé à mon téléphone. Je les ai entrés méthodiquement, un après l'autre. Ensuite, il y a eu les comptes partagés. Je me suis retiré en tant que titulaire de compte commun du compte d'épargne du fonds d'urgence familiale.
Le solde était encore de 3847 $, assez pour qu'ils le remarquent, mais pas assez pour soutenir ce qu'ils avaient construit sur mon dos. J'ai fermé complètement les comptes de carte de crédit partagés. Le solde de 12 400 $ serait transféré à mes parents en tant que titulaires principaux de la carte. Ils recevraient une lettre dans 3 jours ouvrables. J'ai fait une pause. J'ai préparé du café frais. Je suis retourné à l'ordinateur portable. Le fonds en fiducie exigeait une approche différente. Je ne pouvais pas simplement les couper sans documentation. La fiducie avait des règles, des procédures et des mesures de sauvegarde conçues pour empêcher les décisions impulsives. Mais j'étais le gestionnaire financier. J'avais de l'autorité. J'ai rédigé un courriel à l'administrateur de la fiducie, une femme calme et professionnelle nommée Claire, que j'avais rencontrée 2 fois en 6 ans. J'ai écrit: je demande formellement la suspension immédiate de toutes les distributions mensuelles aux bénéficiaires secondaires en attendant un examen financier complet. De plus, j'exécute mon droit en tant que bénéficiaire principal de transférer ma part désignée dans une fiducie irrévocable distincte à des fins de planification successorale personnelle. Veuillez préparer la documentation nécessaire. J'ai joint un PDF, une feuille de calcul montrant tous les retraits du fonds d'urgence familial au cours des 6 derniers mois, y compris les 25 212 $ prélevés pour le voyage à Paris sans mon autorisation. J'ai envoyé le courriel à 2h47 du matin. À 3h15 du matin, j'avais démantelé 6 années d'infrastructures financières. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai regardé autour de moi dans mon appartement. Rien n'avait changé physiquement. Les murs étaient toujours beiges. Les meubles étaient toujours bon marché. La tache d'eau était toujours au plafond. Mais quelque chose de fondamental avait changé. J'ai ouvert mon compte chèque personnel. Pour la première fois en 6 ans, le solde du mois prochain ne reflèterait que mes dépenses, mon loyer, ma voiture, mes courses, mes choix. Le chiffre qui me regardait était plus élevé que je ne l'avais vu depuis une demi-décennie. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je me suis dirigé vers ma chambre. Je me suis allongé sur mon lit, encore tout habillé, fixant le plafond dans l'obscurité. Mon téléphone était silencieux. Il dormait probablement à Paris, rempli de vin et de nourriture chère, blotti dans des lits d'hôtel que j'avais payés sans le savoir. Le matin, il se réveillerait dans une réalité différente, et je me réveillerais libre. Mon téléphone a commencé à sonner à 6h23 du matin, heure de Seattle. Il était donc 15h23 à Paris. Je n'ai pas répondu. Il a sonné encore et encore. À 7h du matin, j'avais 14 appels manqués, 12 textos, 3 messages vocaux. J'ai préparé le déjeuner, des œufs brouillés, du pain grillé, du jus d'orange. J'ai mangé lentement, délibérément. J'ai vérifié mon courriel. Claire, l'administrateur de la fiducie, avait déjà répondu par un bref accusé de réception indiquant qu'elle avait reçu ma demande et qu'elle commencerait à la traiter lundi matin. J'ai finalement ouvert les messages textes. Jacqueline, qu'est-ce que c'est que ce bordel, Logan? Ma carte ne fonctionne pas. Pamela, as-tu annulé ma carte? Je suis en plein milieu de Paris et mon paiement a été refusé dans un café. C'est tellement embarrassant. Ma mère, Logan, chérie, il semble y avoir un problème avec les comptes. Tu peux m'appeler? C'est urgent. Jacqueline encore, ce n'est pas drôle. Répare ça tout de suite. Mon père, fils, nous devons parler. Appelle-moi immédiatement. Pamela, j'ai dû emprunter de l'argent à Jacqueline. Tu sais à quel point c'était humiliant? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai posé le téléphone. J'ai fini mes œufs. J'ai lavé la vaisselle. J'ai pris une douche. Quand je suis sorti, mon téléphone sonnait à nouveau. Ma mère. J'ai répondu. Elle a dit, sa voix tendue d'un calme forcé, Logan, chérie, qu'est-ce qui se passe? Les cartes ne fonctionnent pas et nous sommes à Paris et nous ne pouvons rien payer. Je me suis assis sur mon divan. J'ai regardé par la fenêtre le matin gris de Seattle. J'ai dit, je vous ai retiré en tant qu'utilisateurs autorisés. Silence. Puis la voix de ma mère, plus forte maintenant, confuse. Quoi? Pourquoi ferais-tu ça? Nous sommes au milieu d'un voyage. J'ai dit, un voyage que vous avez pris mes 25 000 $ pour payer sans demander, le jour de mon dîner de remise de diplôme auquel personne n'a assisté. Plus de silence. Je pouvais entendre des voix étouffées en arrière-plan, mon père demandant ce qui se passait,
Jacqueline disant quelque chose de vif que je ne pouvais pas comprendre. Ma mère a dit, Logan, c'était le fond d'urgence. Nous avions une urgence. Nous avions besoin d'une pause. Ton père a été stressé et Jacqueline avait besoin de s'éloigner de l'école et Pamela traversait une période difficile. Tu comprends? J'ai dit, ma remise de diplôme n'était pas assez importante pour être mentionnée. Elle a dit, oh, chérie, ce n'est qu'une maîtrise. Tu as déjà un emploi. Ce n'est pas comme si ça changeait quoi que ce soit. Nous pensions que tu comprendrais. Nous pensions que tu voudrais que nous soyons heureux. J'ai senti les mots s'installer, ce n'est qu'une maîtrise, pas important. Tu voudrais que nous soyons heureux. J'ai dit, d'une voix calme et égale, je vous rends heureux depuis 6 ans. J'en ai fini maintenant. Le ton de ma mère a changé. Le calme forcé s'est fissuré. Qu'est-ce que ça veut dire, Logan? Ne fais pas de drame. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. J'ai dit, vous m'avez abandonné dans une salle de banquet vide que j'ai payée. Vous avez volé 25 000 $. Vous m'avez dit que personne n'en avait rien à faire, alors je vous rends l'appareil. Personne n'en a rien à faire de votre voyage à Paris. Débrouillez-vous. J'ai mis fin à l'appel. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis assis dans le silence de mon appartement, et pour la première fois depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir, j'ai souri. Lundi matin, je me suis mis en arrêt maladie au travail. J'avais 18 jours de vacances inutilisés et 40 heures de congés de maladie accumulés. Je les avais mérités. J'allais les utiliser. J'ai passé la matinée à construire un dossier. J'ai rassemblé 6 années de relevés bancaires. J'ai surligné chaque virement, chaque paiement, chaque dépense partagée. Je les ai codés par couleur, vert pour les contributions convenues comme l'aide ménagère initiale, jaune pour les dépenses auxquelles j'avais été contraint par la culpabilité, comme le contrat de location de voiture de Jacqueline, rouge pour le vol pur et simple, comme le voyage à Paris. La feuille de calcul s'étendait sur 47 pages une fois imprimée. Montant total transféré à la famille en 6 ans, 461 000 $. Je me suis adossé et j'ai fixé ce chiffre. Près d'un demi-million de dollars. De l'argent que j'avais gagné grâce à de longues heures, des quarts de travail le week-end, des projets qui m'ont poussé au bord de l'épuisement professionnel. De l'argent qui aurait pu m'acheter une maison, financer ma propre maîtrise sans prêts étudiants, constituer un portefeuille d'investissement. Au lieu de cela, il avait acheté à mes parents une cuisine rénovée, à Jacqueline un appartement de luxe et une Mercedes louée, à Pamela un style de vie confortable bien qu'elle travaille 15 heures par semaine. J'ai rassemblé la documentation pour le fonds en fiducie. J'ai fait des copies de chaque demande de distribution, Jacqueline demandant des fonds supplémentaires pour les voyages de vacances de printemps, approuvé, Pamela demandant des avances pour un cours de photographie qu'elle n'a jamais terminé, approuvé, mes parents effectuant des distributions pour des réparations domiciliaires qui semblaient se produire tous les 2 mois, approuvé. J'avais tout approuvé. J'avais été un paillasson avec pouvoir de signature, mais j'avais aussi conservé des archives. J'ai créé un deuxième fichier, celui-ci pour Claire au bureau d'administration de la fiducie. Il montrait un modèle, des demandes cohérentes qui dépassaient l'objectif prévu de la fiducie, des distributions qui finançaient le luxe plutôt que les nécessités, ma propre part laissée intacte pendant que tous les autres vidaient la leur. J'ai écrit une lettre officielle pour accompagner la documentation. En tant que gestionnaire financier de la fiducie familiale, j'exerce mon autorité pour mener un examen complet de toutes les distributions effectuées au cours des 6 dernières années. Sur la base des preuves de détournement, y compris l'accès non autorisé à des comptes conjoints et l'épuisement de l'épargne partagée sans consentement, je demande formellement le transfert immédiat de ma part désignée dans une fiducie irrévocable distincte. De plus, je recommande la suspension des distributions mensuelles à tous les autres bénéficiaires en attendant un audit complet et un plan de distribution révisé. J'ai imprimé la lettre. Je l'ai signée. Je l'ai scannée et jointe à un courriel à Claire avec le fichier de documentation de 47 pages. Je l'ai envoyé à 11h34 du matin. À midi, je suis allé dans un café à 3 pâtés de maison de mon appartement. J'ai commandé un café au lait et un sandwich. Je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé les gens passer, vivre leur vie, probablement sans penser à la vengeance ou à la justice ou au poids d'être le compte bancaire familial. Mon téléphone, que j'avais rallumé, vibrait constamment. Plus d'appels, plus de textos, maintenant de la famille élargie, ma tante demandant ce qui se passait, mon oncle disant que j'étais déraisonnable, la meilleure amie de Jacqueline, quelqu'un que je connaissais à peine,
me disant que je ruinais la vie de Jacqueline. J'ai bloqué chaque numéro méthodiquement. À 14 heures, Claire a appelé. Elle a dit, sa voix soigneusement professionnelle, « J'ai reçu votre documentation. » C'est très inhabituel, mais tout semble être en ordre. J'ai programmé une réunion d'urgence avec l'avocat de la fiducie pour demain matin. Votre demande de transférer votre part dans une fiducie distincte sera probablement approuvée compte tenu de votre statut de bénéficiaire principal et de gestionnaire financier. J'ai dit, et la suspension des distributions? Elle a fait une pause. Cela prendra plus de temps, mais compte tenu des preuves que vous avez fournies, en particulier le retrait non autorisé des comptes conjoints, je crois que nous avons des motifs pour geler les distributions en attendant un examen. J'ai dit, combien de temps avant qu'il ne soit informé? Elle a dit, je suis tenu d'envoyer un avis officiel dans les 24 heures. Je l'ai remercié. J'ai mis fin à l'appel. J'ai fini mon café au lait. Je suis rentré chez moi lentement, profitant de l'air frais, du ciel gris, du bruit de la ville qui bougeait autour de moi. Demain, il recevrait la vie. Demain, il comprendrait ce que j'avais vraiment fait. Demain, l'effondrement commencerait. Ils sont revenus de Paris mercredi, 3 jours plus tôt que prévu. Leur hôtel avait exigé le paiement des nuits restantes après que leur carte ait continué à être refusée. Ils avaient maximisé la carte de crédit personnel de Pamela juste pour couvrir la chambre et leur vol de retour, rétrogradé de la classe affaires à la classe économique. Je le sais parce que Jacqueline m'a appelé de l'aéroport de Paris, sa voix tremblant de rage. Elle a dit, « Tu nous as abandonnés. Nous avons dû supplier des étrangers de nous aider. » Pamela a pleuré devant tout un restaurant. Maman et papa ont dû appeler oncle Franck pour qu'il leur envoie de l'argent. « Tu comprends ce que tu as fait? » J'ai dit, « Oui. » Elle a dit, « Tu es un monstre. Tu es vindicatif et cruel, et j'espère que tu es heureux de détruire ta propre famille. » J'ai dit, « Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de payer pour ça. » Elle a crié quelque chose que je n'ai pas pu comprendre et l'appel s'est terminé. Jeudi matin, ils étaient de retour à Seattle. Jeudi après-midi, ils ont commencé à recevoir les lettres. Mes parents ont reçu un avis de leur banque, le compte de carte de crédit partagé avait été fermé, le solde impayé de 12 400 $ était maintenant de leur seule responsabilité, paiement minimum dû dans 21 jours, 620 $. Jacqueline a reçu une lettre de sa société de location de voitures, le paiement automatique avait échoué, son compte était maintenant en souffrance, et si le paiement n'était pas reçu dans les 10 jours, le véhicule serait susceptible d'être repris. Pamela a reçu un avis de son propriétaire, le loyer était en retard, elle avait 5 jours pour payer ou faire face à une procédure d'expulsion. Et tous les trois, Jacqueline. Pamela et mes parents en tant que bénéficiaires secondaires, ont reçu des lettres certifiées de l'administrateur de la fiducie. La présente lettre sert d'avis formel que les distributions mensuelles de la fiducie familiale ont été suspendues en attendant un examen financier complet. Cette suspension restera en vigueur pendant un minimum de 90 jours pendant que l'avocat de la fiducie examine les schémas de distribution et la conformité avec l'objectif déclaré de la fiducie. De plus, le bénéficiaire principal Logan Robinson a exercé son droit de transférer sa part désignée dans une fiducie irrévocable distincte avec effet immédiat. Ma mère m'a appelé ce soir-là. Mon père était aussi à la ligne. Haut-parleur. Mon père a parlé en premier, sa voix dure. Tu dois réparer ça tout de suite. Tu déchires cette famille pour rien. J'ai dit, pour rien? Vous avez volé 25 000 $. Vous avez manqué ma remise de diplôme. Vous m'avez dit que personne n'en avait rien à faire. Ma mère a dit, sa voix brisée, nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Nous aurions dû te parler du voyage, mais c'est extrême. Tu nous punis d'être humains. J'ai dit, je ne punis personne. Je me retire d'un système où je suis invisible jusqu'à ce que vous ayez besoin d'argent. Mon père a dit, nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Tu nous dois. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. J'ai dit, je vous ai donné 461 000 $ en 6 ans. Je pense qu'on est quitte. Silence. Un silence complet et stupéfait. Ma mère a murmuré, ce n'est pas possible. J'ai dit, j'ai des feuilles de calcul, des relevés bancaires, chaque virement surligné et documenté. J'ai envoyé des copies à l'avocat de la fiducie. Vous m'avez pris près d'un demi-million de dollars et vous n'avez jamais dit merci une seule fois. Vous avez manqué ma remise de diplôme pour des vacances à Paris que vous avez financées avec mes économies.
Vous m'avez traité de dramatique pour avoir été blessé. Donc, non, nous ne sommes plus une famille. Nous sommes des étrangers qui partageaient un nom de famille. Mon père a dit, la voix tremblant maintenant, si tu ne reviens pas là-dessus, tu le regretteras. Tu n'auras personne. J'ai dit, je n'avais déjà personne. Je l'ai juste finalement remarqué. J'ai mis fin à l'appel. Je me suis assis dans mon appartement calme. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai vérifié mon compte bancaire. Le solde du mois prochain est prévu à 8100 $ après toutes mes dépenses personnelles. De l'argent qui était à moi, des choix qui étaient à moi. J'ai vérifié mon courriel. Claire avait envoyé une mise à jour. Le transfert de la fiducie a été approuvé. Mes 94 000 $ étaient maintenant dans un compte distinct, intouchable, croissant, à moi. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à ma fenêtre. J'ai regardé les lumières de la ville, le mouvement et la vie qui se déroulaient à l'extérieur de mes murs. Pour la première fois en 6 ans, je me suis senti léger. Pas heureux, pas encore, mais léger. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant si longtemps que j'avais oublié ce que ça faisait de se tenir droit. Je me tenais droit maintenant. 3 mois plus tard, j'ai signé un bail pour un appartement de 2 chambres dans un quartier que j'aimais vraiment. Il avait des planchers de bois franc, de grandes fenêtres qui laissaient entrer la vraie lumière du soleil et une cuisine avec des comptoirs qui n'étaient pas ébréchés. La 2e chambre est devenue mon bureau. J'ai acheté un bureau approprié, une chaise confortable, des étagères pour les manuels scolaires et techniques que j'avais collectionnés au fil des ans. J'ai meublé l'appartement lentement, délibérément, un canapé que j'ai testé dans la salle d'exposition pendant 20 minutes avant de me décider, un cadre de lit qui ne grinçait pas, des outils de cuisine qui n'étaient pas des dons, des plantes que j'ai recherchées et que j'ai appris à soigner correctement. De petites choses. Des choses normales. Des choses que je ne m'étais jamais permises parce que chaque dollar avait été parlé avant que je ne le gagne. L'avocat de la fiducie a terminé l'examen en novembre. Il a envoyé un rapport officiel, Jacqueline, Pamela et mes parents avaient collectivement retiré 186 000 $ de la fiducie au cours des 6 dernières années, la plupart pour des dépenses non essentielles qui violaient l'objectif éducatif et axé sur les urgences de la fiducie. Les distributions sont restées suspendues. L'avocat a recommandé de restructurer l'ensemble de la fiducie avec des lignes directrices plus strictes et une surveillance indépendante. J'ai approuvé la recommandation. Jacqueline m'a envoyé un dernier texto en décembre. Il disait, « J'espère que tu es heureux seul. » Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé son numéro. Pamela est retournée vivre avec ses parents. Son appartement, celui que j'avais subventionné pendant des années, a été saisi après 3 mois de loyer impayé. Mes parents ont réduit leur train de vie. Ils ont vendu leur maison rénovée et ont déménagé dans un endroit plus petit à 40 minutes de la ville. Je l'ai appris par mon oncle, qui m'envoyait encore de temps en temps des messages pour me demander si j'allais bien. Je lui ai dit que oui. Jacqueline a abandonné ses études. Elle ne pouvait pas se permettre les frais de scolarité sans les distributions de la fiducie et a refusé de contracter des prêts. Elle a obtenu un emploi dans une entreprise de marketing, débutante, le genre de poste qu'elle aurait autrefois considéré comme indigne d'elle. Je n'ai rien ressenti quand j'ai entendu ça. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, rien. La société m'a promu architecte principal en janvier. L'augmentation était substantielle. J'ai commencé à cotiser correctement à mon 4 cents un cas, à financer un IRA, à constituer un fonds d'urgence qui était réellement destiné aux urgences. J'ai brièvement fréquenté quelqu'un, un ingénieur logiciel que j'ai rencontré lors d'une conférence. Ça n'a pas duré, mais c'était agréable pendant que ça l'était, facile, sans poids, sans attentes invisibles. J'ai pris des vacances en mars, juste moi, une voiture de location et la côte de l'Oregon. J'ai séjourné dans de petits motels, j'ai mangé dans des restaurants, j'ai marché sur des plages où le vent était froid et propre. Je n'ai envoyé aucune photo à personne. Je ne me suis pas enregistré ou mis à jour mon statut. J'ai juste existé, seul avec mes pensées et le bruit des vagues. Sur le chemin du retour à Seattle, je me suis arrêté à un point de vue surplombant l'autoroute. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des nuances d'orange et de violet foncé. J'ai pensé à ma famille, à la salle de banquet vide, aux textos de Paris, aux 6 années que j'ai passées à m'effacer. Et j'ai réalisé quelque chose de simple. Il ne me manquait pas. L'idée qu'il représente me manquait, le fantasme que j'avais construit où un jour il m'apprécierait, me verrait, me valoriserait. Mais eux,
Les vrais, les gens qui prenaient et se moquaient et exigeaient, ils ne me manquaient pas du tout. Je suis remonté dans ma voiture. Je suis rentré chez moi dans mon appartement avec les planchers de bois franc et les plantes que j'apprenais à garder en vie. Je suis entré, j'ai fermé la porte et j'ai souri. J'étais libre.